Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Dans une vidéo précédente intitulée « Qu'est-ce que le world building ?», on a pu poser une définition de ce que c'était, assez théorique certes, mais qui englobait un petit peu tout l'état de l'art. On avait fait une biblio pour cela, on avait un petit peu exploré quelques pistes de réflexion autour de la thématique. Si jamais vous ne l'avez pas encore visionnée, je vous invite vraiment à aller la regarder, parce que elle est un petit peu en lien avec celle-ci, en fait. Nous avions pu, en introduction, faire appel à différentes personnes afin d'avoir leurs avis sur ce qu'était le world building. Je l'avais demandé en un format court, d'environ une trentaine de secondes, et il est clair qu'en 30 secondes, on ne peut pas résumer ce qu'on pense du world building, ni sa manière de le pratiquer. On est obligé de choisir un point bien précis. Aussi, j'avais proposé aux différents intervenants et intervenantes de présenter leur point de vue dans une vidéo plus longue, si il ou elle le souhaitait. Solig l'a bien voulu, et étant donné qu'il a une vision un peu différente de la mienne sur pas mal de ces points, et étant donné qu'il est dans une démarche de création d'un univers pour, exactement comme moi, de l'écriture, partiellement, et de l'autre côté du mastering de jeux de rôle, j'ai trouvé intéressant de vous partager son opinion sur la question. Comme il le dit lui-même, gardez bien à l'esprit que c'est qu'une opinion, exactement comme ma propre vidéo au final. Certes, j'ai cherché à la sourcer, mais tout comme lui apporte ses propres exemples, à ce titre-là, sa vision est tout aussi valide que la mienne. Ce sont des manières de réfléchir qui font votre world building, et pas des guides qui vont vous dire exactement ce qu'il faut faire étape par étape. Ça, on en avait déjà discuté, et je vais peut-être éviter de remettre la question sur le tapis. Ce préambule étant fait, je vais vous laisser avec son avis. Le world building, ça peut être quelque chose qui paraît assez effrayant à aborder. Je veux dire, on pense souvent aux univers qui sont extrêmement complets, comme celui de Tolkien ou de Martin, et on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment le temps et la capacité de faire tout ça? Autant, oui, certainement, il faut beaucoup de temps pour avoir un niveau de détail qui approche Tolkien, autant, c'est pas forcément nécessaire. Le plus important dans le world building, c'est pas d'avoir des détails sur absolument toutes les plantes de l'univers, c'est que, au minimum, ce qu'on montre au lecteur, ça doit être si possible unique, mais surtout ça doit être cohérent. Un bon world building, c'est extrêmement important, parce que autant un bon world building ne va pas se remarquer immédiatement, autant un mauvais world building, ça va non seulement immédiatement se remarquer, mais ça a d'énormes risques de faire à ce que les gens vont beaucoup moins apprécier l'histoire. C'est un détail plutôt important quand on essaye d'écrire quelque chose. D'ailleurs, pour les jeux de rôle aussi, un monde avec un très mauvais world building, ça se repère immédiatement, et on n'a pas trop envie de jouer nos personnages dans un monde qui est mal écrit, mis à part quand c'est vraiment genre avec de très bons amis, ou alors que c'est pas le but de l'histoire, mais sur un jeu de rôle classique, on n'a vraiment pas envie de jouer ces personnages, quand le monde en vaut pas la peine, on se fatigue à faire des belles histoires dedans. Je vais lister quelques petits exemples de mauvais world building, justement, pour qu'on puisse voir déjà ce qu'est un mauvais world building, et surtout en voir des conséquences directes. Donc le premier exemple que j'ai pris, c'est dans La Belgariad de David Eddings, qui, malgré que je le lise dans un mauvais exemple, est en fait un plutôt bon roman, très très agréable à lire. C'était parmi mes premières lectures vraiment de romans, et ça reste quelque chose que je peux tout à fait lire régulièrement. Mais il y a un truc auquel on peut pas passer à côté dans La Belgariad, et dans sa suite La Malorée, l'univers est plat. Parce que le problème, c'est que Eddings est tombé, je crois que c'était d'ailleurs volontaire de sa part, mais il a pas trop réussi à en sortir comme il voulait, mais il est tombé dans un cliché narratif qu'on appelle, que j'appelle, parce que j'ai traduit de l'anglais, donc je sais pas si c'est le terme français, la société du chapeau. Alors en fait, la société du chapeau, pour expliquer très rapidement, ça vient notamment des épisodes de Star Trek, où ils allaient de planète en planète, et donc ceux qui écrivaient la série devaient en un épisode faire comprendre que on était sur une société qui était complètement différente de la nôtre. Donc la plupart du temps, les aliens c'était des humains avec un drôle de chapeau, et c'était leur trait principal, ils avaient un drôle de chapeau, donc du coup ils étaient différents. Ce qu'on appelle maintenant une société du chapeau, c'est quand il va y avoir une ethnie entière d'individus, mais qui vont avoir un seul trait. Par pur exemple, dans cet univers il y a des orques, ils sont tous forts, c'est tous des guerriers. Si t'es né orque, tu veux devenir peintre, pas de bol, tu seras guerrier, et c'est tout. Ton père était guerrier, ta mère était guerrière, et tu vas l'apprécier. C'est un peu réducteur parce que on n'a qu'à juste regarder notre société. Je suis pas tout à fait sûr, mais quand même je suis à peu près certain. Je vais en Mongolie, je vais pas que croiser l'image qu'on se fait typique du Mongol. Je vais aux États-Unis, tout le monde n'est pas obèse et tout le monde bouffe pas des Big Mac. Je suis français, j'ai pas de béret, j'ai pas de baguette de pain, j'ai pas de vin, et j'ai pas la moustache qui tourne où je peux faire oui. Les clichés, ça doit exister, parce que tout simplement quand deux groupes d'individus
sont séparés, ils vont trouver un moyen de caractériser l'autre groupe de façon plus simple, mais il ne faut pas que l'autre groupe se tienne aux clichés. Et c'est ça l'énorme différence. Notamment parce qu'ensuite ça donne des sous-textes racistes qui sont pas forcément très jojo en plus. Bon, la Belgariad honnêtement s'en tire plutôt bien sans qu'il y ait ce genre de sous-texte, parce que tout simplement ils se tiennent aux clichés positifs comme négatifs, donc ça va. Mais c'est vrai qu'on passe... de temps en temps on frôle. Donc la Belgariad et la Société du Chapeau. Tout simplement parce que pour donner quelques rapides exemples, absolument tous les Drasniens sont des espions, absolument tous les Cheresques sont des barbares. Il y a un personnage Drasnien dans le groupe, et bah ça tombe bien, parce que Silk est un espion de génie, le meilleur espion, et puis bah Barak le Cheresque, forcément c'est le meilleur guerrier du groupe, et puis genre c'est vraiment un guerrier et navigateur. Oui, les Cheresques sont les Vikings. Puis en plus il peut se transformer en ours, parce que guerrier est trop bien. Pour les autres peuples c'est exactement la même chose, les Tolnédrins sont tous extrêmement avides, les Niciens sont tous extrêmement fourbes, mais pas de la même façon que les Drasniens, parce que ils aiment bien empoisonner, donc c'est pas exactement pareil. Les Algars, qui sont tous des nomades à cheval, qui parlent pas beaucoup, mais qui ont un sens de l'humour un petit peu sardonique. Donc ça devient un peu fatigant quand, à l'instant où on voit un personnage, dès qu'on sait son ethnie, on sait immédiatement qu'est-ce qu'il va être. L'autre exemple de mauvais world building, ce serait dans Warhammer 40 000. Celui-là est un peu plus anecdotique, mais en fait, surtout quand on s'en rend compte et qu'on se concentre dessus, ça ruine beaucoup l'univers. Il y a une running joke dans la communauté qui est que, dans le lore de Warhammer 40 000, à chaque fois qu'il y a des pertes qui sont annoncées, on doit les multiplier par 10 pour avoir un vrai chiffre, parce que Games Workshop est très mauvais avec les chiffres. Par pur exemple, prenons le siège de Vrax, qui est considéré comme étant l'une des pire bataille qu'il y a jamais eu dans l'univers de Warhammer 40 000. Ce serait comparable à la Première Guerre mondiale, puisque justement, ça s'est passé pendant 17 ans, c'était un siège d'une planète entière, la guerre, c'était entièrement de la guerre de siège, parmi les types de conflits les plus meurtriers qui existent. Il y a eu la moitié des armées de l'Empire qui a été dessus, qu'un empire sur de multiples systèmes solaires, ce genre de choses, donc absolument colossal comparé à nos troupes chez nous. Donc pendant 17 ans de guerre d'usure, de siège absolument meurtrière sur tous les points, et le nombre de morts est de 14 millions. 14 millions comme ça, quand je vous le dis, oui, ça semble énorme. Pour comparer, une rapide recherche au Google m'a démontré que sur la Première Guerre mondiale, qui a duré 4 ans, et qui était, bon, aussi quand même une guerre extrêmement... c'était sur... guerre mondiale, quoi. Et en 4 ans, on a eu 20 millions. Ce qui fait que c'est un peu ridicule qu'une guerre qui a duré plus de 13 ans, qui est considérée comme la guerre la plus meurtrière du setting récent, et qui, en règle générale, avait absolument tous les trucs pour être genre juste une boucherie, quoi, a moins de morts en 4 fois plus de temps que notre Première Guerre mondiale. C'est le genre de truc qui fait que, quand on lit des batailles, en fait, la plupart du temps, on va remarquer le nombre de pertes et se dire, oui, mais c'est pas logique, il aurait dû en avoir beaucoup plus, là. C'est plus anecdotique que simplement un monde complètement cliché ou ce genre de choses, mais ça peut faire sortir du récit, en fait. Comme on va pouvoir le démontrer juste après, les mauvais world building, ça a des conséquences. Notamment pour la Belgariad, l'univers, ils ont un système de magie intéressant, mais même lui est assez classique, ce qui fait que ça devient rapidement très fade. On va arriver dans un endroit, on va se dire, là c'est Adrasni, c'est tous des espions et c'est des marais, donc il va y avoir des trucs d'espions, il va y avoir du marais. Voilà, ça va être ça l'histoire. Ça peut déjà être un peu ennuyeux, et c'est surtout aussi, les personnages, on les oublie très vite. Les 3-4 personnages que j'ai été rechercher, là, j'ai dû aller rechercher leur nom en ligne, et je sais même pas véritablement comment les obtenir, j'ai juste été chercher une liste entière de noms dans la Belgariad. Les 3 quarts que j'ai lus, je m'en souvenais pas, et en plus, il a fallu que je relise à plusieurs reprises avant de me dire, ah oui, lui c'était ça. Là, par pur exemple, j'ai failli confondre 2 personnages dans les méchants principaux pour un exemple plus tard, ce qui est pas bon signe. Simplement aussi, certaines inconsistances parfois peuvent complètement retirer la suspension d'incrédulité et sortir de l'histoire, je sens ce que j'avais donné avec Warhammer 40 000. Tout simplement parce que quand on lit un truc qui est absolument pas logique, ça va nous rappeler d'un coup que oui, on est en train de lire une histoire et que c'est pas vrai, et c'est pas forcément ce qu'on a envie d'inciter chez le lecteur en tant qu'écrivain. Typiquement, on essaie même plutôt de faire l'inverse. Et parfois, ça peut être même l'histoire entière qui devient incohérente. Exemple à prendre avec des pincettes, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas revu le truc, et accessoirement, le Blizzard sont des experts en réécrire le passé pour que d'un coup ce soit logique. Et en histoire incohérente, pour moi, c'est l'âme des dragons, en l'extension Cataclysme de World of Warcraft, qui était pourtant ma préférée. Je viens de m'attirer la haine de absolument tous ceux qui aimaient Wrath of the Lich King. Pour rappeler vite fait ce qui se passe dans l'extension Cataclysme, il y a le 5e aspect dragon, Neltarion, qui est devenu complètement fou et qui maintenant s'appelle Eldemort, parce que il a eu sa petite période des 14 ans, voilà, bon, on ne juge pas. Il se réveille et il fait un cataclysme justement sur Azeroth, et l'Alliance et la Horde essaient quand même de l'en empêcher, parce que
ouais, se mettre sur la tronche c'est bien, mais si possible on aimerait bien que la planète elle soit encore à peu près en vie quoi quand on en a fini. Mais donc pour cela, ils utilisent une arme qui s'appelle l'âme des dragons pour blesser mortellement Eldemort, et ensuite qu'on l'achève nous en boss fight. Le petit problème, c'est que l'âme des dragons, pour l'utilisation, il y a besoin de l'accord des 5 aspects. Donc on a, bien entendu, l'accord de l'aspect rouge, Alexstrasza, on a l'accord d'Isera la rêveuse, là-dessus y a pas de problème, on a l'accord de Kalek-Ghost, parce que je crois que Maligos est déjà mort ici, donc l'aspect bleu, on a l'accord de Nosdormu, l'aspect bronze du temps, mais on l'obtient comment, l'accord de Neltarion, l'aspect qui est actuellement en train de voler là et de tout détruire et que c'est lui qu'on essaie d'avoir? Non, parce que c'est quand même un accord qui doit être donné selon l'or, et ça va être chaud là quand même. Moi j'arrive pas devant le méchant et je fais s'il te plaît, tu peux me donner la clé du coffre-fort là que t'as où il y a un flingue là? Non, c'est parce que j'aimerais bien te flinguer en fait, tu vois. Genre j'adorerais ça, mais c'est fermé à clé, et stocké à la clé, le mec il va pas me regarder à faire. Ouais, vas-y. Après, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette extension, du coup c'est possible que je m'en souvienne mal, et surtout je sais que Blizzard est un expert en retcon, que nous le prouvera tout Burning Crusade, qui a été entièrement retcon à l'arrivée de Légion. Parfois donc, comme je disais, le world building donc fait une histoire incohérente. Voilà donc le risque du mauvais world building. Un bon world building, tout simplement, ça va faire les effets opposés, donc l'univers va paraître très vivant s'il y a des trucs logiques, l'histoire normalement si elle est cohérente avec le world building, mis à part si on fait vraiment une grosse erreur, elle devrait être cohérente, du moins ça aide particulièrement qu'elle soit cohérente avec le world building, et si l'univers est cohérent avec lui-même, il y a très peu de chances qu'il y ait des inconsistances qui retirent la suspension d'incrédulité du lecteur. Pour des exemples de bon world building, déjà je vais reprendre la Belgariad, parce que si on a un truc foiré dans son world building, ça veut pas dire qu'on a tout foiré, et ouais c'est surprenant. La Belgariad, eux, ils ont un système magique, le vouloir et le verbe, qui est très libre d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a que quelques règles, mais les règles elles sont posées au début de l'histoire, et elles restent consistantes jusqu'à la toute fin. Le meilleur exemple, c'est le fait que dans le système de magie de la Belgariad, c'est tout simplement que on accumule la puissance avec sa volonté, et ensuite on formule un verbe, et dépendant du verbe qu'on a formulé, en fait, l'univers en quelque sorte va essayer d'arranger ce qu'on a fait. Par exemple, si je commence à tendre la main vers quelqu'un et que je dis brûle, et que j'ai la volonté nécessaire, il va se mettre à brûler. L'univers a une seule règle quant à ces verbes, c'est qu'on ne doit jamais détruire quelque chose. On peut tuer quelqu'un, on peut massacrer, on peut brûler, on peut déchiqueter, on ne peut jamais détruire de la matière. Et ça signifie qu'il faut toujours être très spécifique dans ses propos, puisque sinon, il y a la mort de Urvon, spoiler alert, qui, dans un moment désespéré, va tendre la main vers un enfant, qui, en ce moment, tenait un truc plutôt important, mais je vais pas non plus tout spoil, et lui hurler, disparaît. Et les conséquences, c'est que c'est Urvon qui disparaît, mais en se déchirant de l'intérieur, en hurlant la mort, et toute sa ville se détruit sous la puissance de l'onde de choc, alors que l'univers entier se met à vouloir détruire Urvon en fait. Qui était honnêtement une scène super cool à lire d'ailleurs. La Belgariad qui a ses points faibles et clairement ses points forts. Dans les autres bons exemples de world building, il y a, alors là pour le coup un petit favori, le Vaisseau d'Arcane par Adrien Thomas, un livre qui est plutôt bon et qui est tout simplement publié en ce moment même, et il y a une suite qui devrait pas trop tarder à sortir. Dans le Vaisseau d'Arcane, il y a tout simplement un pays entier qui est ravagé par des tempêtes d'énergie pure, des tempêtes de magie en quelque sorte. Et le truc, c'est que ces tempêtes, ça fait que le terrain sur lequel fonctionne l'humanité est très limité, tout simplement parce que ils doivent être capables de protéger tout leur équipement, ce genre de choses, des tempêtes qui vont de toute façon sinon tout détruire. Qui dit espace limité dit aussi des trucs comme nourriture limitée, puisqu'ils ne peuvent pas cultiver la terre qui est abattue par les tempêtes. Aussi, ça commence à poser des problèmes avec les morts, ce genre de choses. Et ces deux problèmes sont réglés avec les orchidéens. Donc les orchidéens sont d'un point de vue très extérieur des orques, c'est-à-dire des créatures à peau verte, plutôt brutales, ce genre de choses, et plutôt primitives, mais qui par contre, comme le nom l'indique, elles ont plutôt une connotation végétale, c'est-à-dire que le fait qu'elles aient la peau verte, c'est à cause de la chlorophylle, et si elles mangent des êtres humains, c'est parce qu'elles ont besoin d'énormément de sels minéraux pour pouvoir survivre, tout simplement, et leur nature à moitié végétale font que elles arrivent à communiquer avec les plantes, de façon très limitée, mais ça leur permet quand même de le faire. Et ce qui fait que certaines villes ont des arrangements avec des tribus d'orchidéens qui viennent vivre dans les fonds de la ville, quoi, là où il y a les fosses communes, et les orchidéens, en échange du fait qu'ils parlent aux plantes et qui donc vont aider les réserves de nourriture à pousser, eux ils ont accès à toutes les fosses communes, les tombes, et ils vont pouvoir manger les cadavres qui sont à l'intérieur pour se nourrir tout simplement, et ce qui permet en plus de libérer l'espace pour d'autres tombes, ou alors même des maisons potentiellement
fonctionnement, ce genre de choses. Techniquement, ça a pas d'importance dans l'histoire quand c'est dit, mais le fait que ce soit là dans l'histoire, ça permet de beaucoup plus ancrer la ville comme étant une ville qui existe. Quand on voit tout ça, donc ça sous-entend que les humains ont eu le problème de nourriture, qu'ils se sont dit comment est-ce qu'on le règle, et qu'ils vont trouver un moyen de le régler avec un truc dans leur univers. Troisième exemple de world building, là pour le coup je vais sortir deux exemples très connus. Le Trône de Fer de George R.R. Martin et son setting politique en entier. George R.R. Martin est un de ces très rares écrivains qui, à chaque fois que quelque chose se passe dans son univers, ça a des conséquences absolument partout. George R.R. Martin a vraiment réussi à créer ce climat politique qui, à chaque fois que quelque chose se passe, en fait, ça va avoir des conséquences sur le climat politique et il va s'en retrouver changé. Là, pour le coup, j'ai beaucoup trop d'exemples à donner. On va simplement s'en passer. Je vais vous recommander simplement de lire les livres qui sont beaucoup mieux que la série. Genre, autrement mieux. Et là, pour le coup, c'est pas pour faire mon gros malin en mode les livres fait meilleur, non, c'est vraiment le livre est beaucoup mieux que la série, ne serait-ce que parce qu'il y a certains personnages qui se font complètement assassinés dans la série. Et ensuite, le plus connu, c'est le Seigneur des Anneaux. Parce que le Seigneur des Anneaux, Tolkien a écrit absolument tout ce qui pouvait être écrit en termes de world building. À l'exception de Tom Bombadil qui a été laissé volontairement vague, je suis à peu près sûr que je peux me renseigner sur n'importe quoi de l'univers de Tolkien et trouver une page dédiée qui va expliquer tout le background qu'il a dessus. Et ça, c'est un peu ce que tout le monde adorerait avoir en tant que world building, parce que c'est un world building qui arrive à être très cohérent et à être extrêmement riche. Après, c'est un peu l'idéal inatteignable, en quelque sorte. Maintenant que je vous ai décrit des exemples de bons world building, comment qu'on fait le world building? Parce que c'est pas simplement on s'assied et puis on se dit oui tiens je vais écrire en fait que les orques ils aiment bien la balle rebondissante dans mon univers, ça me semble logique. Hop, là. On peut, mais il y a des meilleures méthodes. Moi, personnellement, j'utilise une méthode que j'ai appelée le cheminement logique. C'est-à-dire que je commence d'un concept que je trouve cool, et ensuite je me dis, comment est-ce que ce concept fait pour être logique dans l'univers que j'ai fait? Donc, bien entendu, il faut avoir quand même il faut au moins avoir fait les règles de base de son setting pour que ça marche. Je vais pouvoir fournir deux exemples, justement, dans l'univers que j'écris. Donc, ces deux exemples sont le continent, que pour le moment j'ai nommé Céreb parce que j'ai pas d'idée, et la race des Minotaures dans mon setting. Céreb, ça vient juste d'un concept vraiment complètement bizarre, où je me suis dit, ouais mais et si le continent sur lequel les gens étaient, c'était juste une cervelle géante pétrifiée. Ce qui est un concept complètement bizarre et que certains pourraient trouver cool, moi y compris. C'est pas pour ça que je l'ai fait, quoi. Je me suis dit, ouais c'est cool. Mais ensuite, quand j'ai créé ça, je me suis dit, comment ça va fonctionner avec les plaques géologiques? Parce que ce sera pas sur une plaque géologique, vu que ça n'est très littéralement pas, ça ne fait pas partie de ça. Ça signifie que le continent aura très peu de séismes. Ça signifie aussi que tout ce qui est montagne, ce genre de choses, soit il n'y en aura pas sur le continent, soit elles auront l'air complètement différentes. Parce que ce serait bien plus proche de gigantesques collines. Je me suis aussi demandé, ok, si la couche sédimentaire c'est que de la roche, comment les plantes font-elles pour pousser? Tout simplement c'est au milieu de l'océan, donc il peut y avoir du dépôt sédimentaire, mais ce sera toujours une couche sédimentaire très fine. Du coup, il faut que ce soit des plantes à courtes racines. Du coup, la végétation c'est quasiment que de la fougère. Ensuite, je me suis dit, ok, mais quel genre de race pourrait fonctionner dessus? Je résume un petit peu, mais donc du coup, j'ai ajouté plusieurs races qui fonctionnaient, logiquement. J'ai fini par en faire un continent qui est logique avec lui-même. Le deuxième exemple, ce sont les Minotaures, qui eux, pour le coup, sont sur un autre continent. Quand j'ai créé les Minotaures, j'avais deux problèmes à gérer. Le premier problème, c'est que ils étaient situés sur le même continent qu'une race en particulier qui était extrêmement dangereuse. L'autre problème, ce continent en particulier est irradié de magie, puisque c'est le continent où la magie a originé, et donc forcément ça a eu des conséquences sur les Minotaures. Quand j'ai créé les Minotaures, je me suis aussi dit, un Minotaure qu'est-ce que c'est? C'est un homme taureau, c'est vachement fort. Pour partir sur leur truc de base, je me suis basé sur la civilisation grecque, ce qui est honnêtement un début de société des chapeaux, clairement je je le reconnais. Faut parfois s'inspirer de choses qui ont vraiment existé, parce que justement ensuite ça permet de rendre le tout plus crédible. Faut juste ensuite voir à quel point on fait avec et à quel point on fait autre. Des créatures à sabots comme ça, déjà on va pas les mettre dans un milieu montagnard, on va plutôt les mettre dans des plaines. Tombe bien, le continent dispose de grandes plaines. Problème, il y avait une autre race plutôt dangereuse dans ces plaines. Du coup, il fallait qu'ils soient capables de pouvoir défier cette race, mais pas non plus la virer, parce que j'avais besoin que cette race soit là. Je me suis à peu près calé sur l'autre race en termes de puissance, et je me suis dit que les Minotaures pour le coup devaient être dominants simplement parce que c'était la race la plus civilisée des deux, et qu'ils étaient la plus propice à faire un véritable empire. Et notamment puisque l'autre race a eu un moment un exil sur un autre continent, et qu'on pouvait justifier au fait que il y a eu des gens qui se sont barrés parce qu'ils en avaient un peu marre des Minotaures. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, un gros empire avec
avec des créatures aussi grosses, il va y avoir des problèmes de nourriture. Comment est-ce que je règle ça? De la même façon que j'ai réglé le problème d'irradiation magique, comme toutes les créatures sur ce continent, j'ai donné au Minotaure la capacité de pouvoir absorber la magie comme nourriture, mais que de façon limitée. C'est-à-dire que ça peut faire qu'il passe plus de temps sans se nourrir, mais ça ne dispense pas de se nourrir, justement. J'ai relu quelques vieilles fiches sur les Minotaures, parce que j'ai ce gros avantage que, aucun de mes travaux sont publiés. Je peux faire du retcon sans que ça en soit, parce que y a que moi qui l'ai lu du coup. Je m'étais rappelé que, en effet, les Minotaures avaient la capacité de communiquer avec leurs défunts. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que ça pourrait forger la civilisation, le fait qu'ils puissent parler avec leurs morts. Ça, couplé au fait qu'ils étaient au milieu de plaines, et donc à un endroit où il n'y avait pas forcément de minerais, je me suis dit que ça allait mener à une forme de culte des ancêtres, tout simplement parce que ils auraient besoin d'armes pour pouvoir affronter l'autre race, sauf qu'en plus, les armes, ils en auraient pas beaucoup. Enfin, du moins, ils n'auraient pas beaucoup d'armes en métal, puisque il y a pas beaucoup de métal dans des plaines. Ils récupéreraient probablement les armes de leurs ancêtres, mais vu qu'ils peuvent très littéralement parler avec leurs ancêtres, et que les ancêtres peuvent donc juger leurs actions, ça devrait donner normalement naissance à une société qui est obsédée par le fait de faire plaisir à leurs ancêtres. S'il y avait le fantôme du papy qui pouvait aller s'asseoir, dans le coin là-bas, et puis commencer à critiquer mes choix de vie, je pense que j'essaierais quand même de lui faire un petit peu plaisir, ne serait-ce que pour pas avoir papy qui absolument toutes les demi-heures me dit que quand même j'ai fait un sacré... je fais vraiment pas du bon boulot, quoi. Ce serait déjà un peu gênant, et puis bon, vraiment, sale gueule, quoi. Alors, les amis qui rentrent à la maison, et puis il y a papy qui regarde et fait « vous savez à quel point mon fils c'est une déception ?» Humoristique à part, forcément, donc, le fait de pouvoir dialoguer avec leurs ancêtres et de vouloir les honorer, ça va donc mener à une culture très rigide, basée sur la tradition, et surtout une culture d'honneur, puisque si grand-père était un grand guerrier, on veut pouvoir l'honorer et être fier quand on parle avec lui. Donc une culture honneur et guerrière, on peut partir sur des trucs assez sympas avec. Ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à réfléchir à leur tactique militaire. Des créatures qui sont énormes, fortes, et qui peuvent se passer de nourriture pendant plusieurs jours. Logiquement, ça devrait faire d'excellents guerrieros pour les stratégies de guérilla. Le problème, c'est que ce sont des stratégies qui sont absolument pas honorables. Et donc du coup, je ne pouvais pas faire que les Minotaures emploient ces stratégies. Vu que je ne pouvais pas faire ça, j'ai continué à chercher du côté historique. Notamment, ce que j'ai vu, ce sont les premières phalanges romaines. Je l'ai très rapidement résumé, mais qui étaient à chaque fois composées de trois régiments, en fait, qui avançaient extrêmement lentement, qui avaient la particularité d'être littéralement inégalés sur les combats de plaine, parce que c'était extrêmement lent, mais non seulement c'était très dur de les harceler, mais accessoirement, une fois qu'on était en mêlée, c'était une formation extrêmement compacte, extrêmement disciplinée, qui tout simplement massacrait tout sur son passage. Je me suis dit, ouais, mais si en plus il n'y a pas de problème sur les chaînes de ravitaillement, puisqu'ils peuvent se passer plus longtemps de nourriture, ça retire une des énormes faiblesses de ces formations, qui était le fait qu'elles avaient une portée de déplacement très faible à cause des besoins de chaînes de ravitaillement dû à la lenteur de la formation. Donc c'est parfait pour eux, notamment parce qu'en plus ce sont des guerriers honorables, donc se battre en formation comme ça, c'est quelque chose qui leur plairait. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à créer à nouveau une partie de leur lore en utilisant leur formation militaire. Ensuite je me suis dit, avec des formations militaires comme ça, le plus logique, ce serait que chaque ville ait sa propre armée, et non pas qu'il y ait une énorme armée. Donc, un système de cité-état serait bien plus logique, puisque chaque ville ayant sa propre force armée, ils peuvent commencer à prendre des décisions un peu plus indépendantes, même s'il y a une cité-état capitale entre guillemets au centre, qui dirige sur les plus grandes lois, chaque ville étant à peu près indépendante, devrait pouvoir avoir ses propres lois et ce genre de choses. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour un exemple, mais pour moi ma stratégie donc à chaque fois, c'est de me dire, je vais mettre un truc, donc notamment là par exemple aussi, je vais mettre des Minotaures, ensuite je vais me dire comment est-ce que Minotaur fonctionnerait ici, qu'est-ce qui serait leur force, qu'est-ce qui serait leur point faible, quelle serait leur stratégie, comment fonctionnerait leur société, de quoi est-ce qu'ils manqueraient en termes de matériaux, comment est-ce qu'ils arrangeraient le problème. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir une société qui est crédible, puisque dès que le lecteur va se poser une question, il aura accès à cette réponse. Donc c'était tout ce que j'avais à dire sur le world building, les bons world building, les mauvais world building, et comment en faire. Si on cherche à reprendre ce qu'il a dit au vu des définitions et termes qu'on avait pu poser lors de la vidéo de définition sur le world building, en termes donc de faits, d'événements et de lois, ce qu'il cherche à transcrire, c'est donc qu'il part d'une loi générale, setting qu'il a posé, un ensemble de règles cohérentes vis-à-vis de son univers qu'il applique, il en extrait des faits, et que de ces faits, il en tire des événements. Par exemple, dans ce qu'il avait proposé au niveau des Minotaures, il était justement bien parti d'un ensemble de lois qui régissaient son univers, pour définir la manière dont les choses allaient se passer, et ensuite, il en vient à créer les différents événements que ces faits engendrent. Si on reprend notre système de voix tel qu'on l'avait défini, vous voyez qu'il y a bien des trous
comme j'en avais parlé au cours de la vidéo. J'avais bien dit que ce n'était pas une vision qui était exhaustive, parce que bah oui, quand on fait de la combinatoire, on n'a pas que 3 voies. Et ça, c'en est une complémentaire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé d'autant plus intéressante son intervention et le fait de la montrer après que la première vidéo soit sortie. Parce que justement, je voulais pointer les limites de ce que j'avais pu parler. J'avais dit que justement, cette alchimie entre faits, lois et événements n'était pas totalement catalogable, qu'on pouvait pas arriver à un nombre défini fixe, quand bien même la combinatoire nous dirait qu'il y aurait que 9 pistes. La vérité, c'est qu'il y en a bien plus, parce que j'ai volontairement grossi le trait quand j'ai parlé de faits, lois et d'événements. C'est pas les seules composantes qui rentrent en jeu, parce que à cela, on a toutes les structurations d'approche. Est-ce qu'on va se baser sur de la chronologie? Est-ce qu'on va se baser purement et simplement sur des relations de causalité? Et tout ça rentre en compte. Et donc, il n'y a pas 2 approches, il n'y a pas 3 approches, il y a une infinité d'approches. Ça remet encore une fois en lumière ce que j'ai pu dire en filigrane pendant toute la vidéo du world building. Il n'y a pas une manière de le faire. Il n'y a pas la manière de tel auteur et un nombre fini. Ça va être chacun son univers, chacun sa méthodologie. Le but, évidemment, de tous les travaux que vous retrouvez donc, sur cette chaîne en globalité, et plus particulièrement donc ces 2 dernières vidéos, ça a été d'offrir des perspectives, d'essayer de structurer un petit peu la réflexion, d'amorcer chez vous des pistes de réflexion, faire théoriser un peu, vous faire penser à des choses, et justement, si jamais vous avez eu une contradiction à un moment avec quelque chose que j'ai pu dire ou que Solig a pu dire, c'est bien. Ça veut dire que vous avez eu une réflexion sur le sujet qui vous a permis d'avancer, qui vous a permis de confronter vos idées aux nôtres. Que vous gardiez votre vision ou que vous preniez des éléments de ces vidéos, malgré tout, cela aura permis de justifier votre approche. Une vision, une opinion ne se construit pas uniquement en termes d'accord, mais aussi en contradiction. Ce qu'il faut, c'est que cette contradiction soit justifiée, que derrière vous puissiez dire pourquoi est-ce que vous faites comme cela. Et à partir du moment où la justification existe, eh bien, vous pouvez avoir des méthodes qui soient totalement différentes. Et c'est normal, et tant mieux, parce que derrière, tout ce que vous devez garder à l'esprit, c'est à la fin avoir un produit fini qui soit cohérent, que le voyage qu'il y a entre les deux est quelque chose de personnel et qu'il n'y a que vous qui êtes capable de le faire et que votre méthode pour y arriver est légitime de toute manière, à partir du moment où le résultat final est là. Car oui, peut-être que le voyage va être plus ou moins difficile, plus ou moins à même de vous perdre, si jamais vous faites telle ou telle chose. Mais derrière, à vouloir griller des étapes, à vouloir arriver rapidement à un produit fini, déjà on peut se priver d'une partie du plaisir, qui n'est pas à négliger, mais au-delà de ça, on s'handicape sur d'autres points. On se retrouve à bloquer au moment où on va passer à l'étape supérieure. Imaginons, vous faites un livre, et celui-ci vous plaît bien. Vous avez envie d'en écrire un deuxième. Vous vous apercevez que tout ce que vous avez utilisé en termes de background, en termes de lore pour l'univers, n'est pas suffisant, n'a pas été exploré suffisamment loin. Sauf que, pas de peau, votre livre, vous l'avez publié. Donc du coup, il est dans une sphère publique. Et ça, justement, Solig a pu en parler, l'histoire de retcon sa propre œuvre. Une thématique qui est un peu revenue quand même beaucoup sur cette chaîne, étant donné que, quand on regarde les premiers actual plays que j'ai pu faire sur cette chaîne et les plus récents, eh bien, il y a des modifications du lore. Des choses qui étaient vraies à l'époque et qui ne le sont plus. Et ça, c'est des choses que je pointe énormément à chaque fois que je reviens sur des anciens travaux. Et justement, parce que ce sont des travaux qui ont été rendus publics. Parce que, bah, justement, ce sont des travaux qui ont été rendus publics précipitamment. À l'époque où il y avait un lore qui était insuffisant, qui certes se tenait entre lui, mais ne se tenait que dans un microcosme. Une mini-bulle qui, dès qu'elle a explosé, parce que, bien évidemment, dès que j'ai voulu rentrer une notion en plus dans l'univers, c'est venu en contradiction complète, rien que le système de magie en est un exemple, c'est rentré en collision complète, et ça a fait en sorte que j'ai dû dire que tout ce qui était avant, bah, c'était avant, mais ça n'existe plus, ce n'était pas vrai, en fait, c'était faux, et c'est ce qu'on appelle du retcon, et le retcon, c'est problématique pour la cohérence, c'est problématique pour l'immersion. Vous avez écrit un premier livre dont le world building ne s'étendait pas beaucoup plus loin que la description que vous en aviez dans les pages, et que les quelques points que vous aviez d'aborder dans votre liste, parce que vous n'étiez pas dans l'expectative spécialement d'aller beaucoup plus loin, et vous faites une deuxième œuvre, dans ce même setting. Vous allez vous retrouver forcément avec des contradictions. Vous aurez envie d'ajouter des nouvelles choses, parce que sinon vous allez juste raconter possiblement la même histoire, si vous faites rien apparaître de plus à l'écran, à la page. À ce moment-là, vous avez de plus hauts risques que ça rentre en contradiction que si vous aviez prévu plus à la base, et que vous aviez réfléchi à un cadre plus large et que donc du coup vous aviez intégré plus d'éléments qui soient logiques quand bien même ceci ne soit pas montré. Un exemple très simple
de cela, ça pourrait être un système de magie. Pendant toute la première partie de votre œuvre, vous développez un système de magie, et en cours de route, vous avez une idée qui vous vient sur une histoire que vous pourriez raconter. Quand vous regardez votre système de magie, vous vous dites que vous avez deux choix. Soit A, vous abandonnez l'histoire parce qu'en fait, elle est en contradiction avec votre système de magie. Vous ne pouvez pas l'exprimer à l'intérieur de votre système de magie. Soit B, va falloir retcon le système de magie en disant « Ah, en fait, c'était pas exactement comme ça que ça se passait ». Et le retcon, autant c'est quelque chose qui passe quand, justement, Solig l'a très très bien exprimé. C'est quelque chose qui n'est pas public à la base, et que c'est vous qui décidez au final de comment est-ce que vous modifiez tout ça, et que ça n'impacte que vous. Autant quand c'est quelque chose de public, que ce soit à très grande dimension, hein, comme justement il a pu citer l'exemple de World of Warcraft qui est très 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 fort dans ce domaine. Donc que ce soit au niveau de cette simple chaîne, hein, ou entre les actuels plays du début et ceux qu'il y a maintenant, au-delà du mastering, au-delà de tout ça, le lore a été beaucoup plus fixé entre les deux. Ceux de maintenant ont un lore qui se tient et dans lequel je peux réintroduire des nouveaux concepts tout en ayant une base qui me plaise suffisamment pour en accepter les limites. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Les limites n'étaient pas du tout posées, c'était juste un ensemble de points sans grande cohérence, sans loi logique qui les reliait. À introduire des nouvelles choses, déjà, c'était extrêmement complexe parce que ça venait tout le temps en contradiction avec tout le reste. Et en plus de ça, c'était un setting qui ne me plaisait pas énormément. Créer des lois cohérentes qui vous permettent d'introduire des éléments, c'est une chose qui vous permet que votre monde vous plaise. Parce que si vous avez un cadre de travail qui vous permet d'introduire les éléments qui vous plaisent, alors ce cadre va vous plaire. Et réciproquement, si beaucoup de choses rentrent en contradiction, donc que le world building devient une corvée, parce que vous êtes obligé de tordre les règles en permanence pour essayer de faire rentrer les choses qui vous plaisent, ou alors complètement les oublier, dans ce cas-là, ça va devenir une tâche pénible. Plus vous allez allouer de temps au world building, plus vous allez chercher à réfléchir les aspects qui sont autour, les limites de celui-ci, avant de commencer à mettre en public des portions de votre œuvre, moins vous aurez tous ces dilemmes mentaux à gérer a posteriori, et donc du coup, avoir un certain confort vis-à-vis de ce world building-ci. Voilà, c'était un ajout qui était un petit peu décousu, mais qui était en écho à pas mal des points que Solig avait pu aborder, que j'estimais assez intéressant de vous rajouter, parce qu'en même temps, ça faisait un bon complément à la première vidéo qui était très théorique sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais elle vous a intéressé, sachez que le world building est une thématique qu'on a tendance à aborder de plus en plus sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller farfouiller à droite à gauche, vous trouverez peut-être des contenus qui vous plairont sur la thématique. Sinon, sachez que je fais du jeu de rôle, de l'écriture, et n'hésitez pas un petit peu à suivre tout ça, si jamais le cœur vous en dit. Quel en soit, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez appris des petites choses en passant, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut!